Avec toutes les rubriques habituelles du dimanche matin. Nous sommes donc le dimanche 11 mai. Nous aurons le plaisir d'avoir donc nos rubriques et nos invités. Justement, donc il y aura donc Flabnour dans sa rubrique Jalia.dz. Aujourd'hui, elle recevra un invité qui est dans la construction durable. Elle nous en parlera. Il a fait donc toutes ses études à l'étranger. Aujourd'hui, il revient pour nous parler un petit peu de son expérience et elle sera là pour justement faire un gros plan sur son parcours. Nous aurons également Yazid Ait Mahidine dans sa rubrique l'invité de la matinale. Aujourd'hui, il parlera de tourisme avec son invité et parlera bien entendu il sera accompagné donc du directeur général du tourisme du ministère donc du tourisme. Il sera avec nous pour en parler de la saison qui arrive, bien sûr, la saison estivale, et on le laissera bien sûr décortiquer tout cela. Nabila Arbadat dans sa rubrique les périples de Nabila. Aujourd'hui, elle nous parlera d'un personnage qui a marqué notre histoire, c'est Isabelle Eberhardt. Elle fera un gros plan sur cette femme qui a aussi beaucoup laissé de traces dans les régions donc, du sud algérien et surtout son impact à travers bien sûr le tourisme qui va aussi attirer beaucoup de monde dans la région pour aller à la recherche de cette dame qui a marqué donc, la région. Nous aurons également Ania Srir qui sera parmi nous dans sa rubrique santé et bien-être. Aujourd'hui, elle nous donnera encore quelques conseils pour essayer donc de croquer la vie à pleines dents. Et puis on terminera aussi l'émission avec Samira Hadjahmar dans sa rubrique écumée patrimoine. Aujourd'hui, elle fera un gros plan sur le cheval barbe. Le cheval barbe qui est un cheval ancestral et qui bien sûr donne sa paternité, surtout la domestication donc de cette espèce et cette race à l'Algérie. Eh bien, on en parlera en détail tout à l'heure avec elle et on verra quelques images, comment différencier un petit peu de ces races et parler de l'endurance de cette race. Et le sport n'est pas en reste puisque chaque dimanche, vous avez rendez-vous avec Riyad Belkhadim. Il nous donnera les rendez-vous à ne pas rater, les derniers matchs bien sûr de la Coupe d'Algérie et puis bien sûr toute l'actualité qui se fera sur les différents clubs de Ligue 1 ou Ligue 2, la division 1 ou 2, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas normalement. Et puis parler un petit peu du volley. Il sera là pour nous donner aussi quelques actualités bien sûr du sport et des différents palmarès de nos athlètes. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier. Et puis on va s'enquérir des nouvelles du ciel avec Kamel Haribi tout de suite. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va, merci. Vous avez retenu quoi du sommaire? Le cheval barbe que je ne connaissais pas. D'accord. C'est une bonne information pour moi. Voilà, vous allez suivre tout à l'heure. Avec plaisir. En tout cas, c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est une race qui appartient à l'Algérie. Aujourd'hui, beaucoup essayent de s'approprier sa paternité. On va essayer de le défendre et parler avec Samira pour avoir un peu plus de détails. Beaucoup de préhistoriens ont travaillé sur cela. Donc, il y a donc des preuves en Algérie donc, concernant sa paternité. C'est très intéressant. Et puis sinon, il va faire beau? Ben non. Ah bon, il va pleuvoir. Il ne faut pas se fier du temps là tout de suite parce que le ciel va devenir de plus en plus nuageux après. Ok. D'accord. Donc, par contre, hier, il a plu, des petites pluies fines au départ, mais orageuses. Elles étaient orageuses. Mais par contre, il y avait beaucoup de vent au sud. Beaucoup. D'ailleurs, vous avez annoncé hier un BMS, une vigilance orange concernant des vents assez forts. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit un ciel généralement dégagé, à partiellement voilé, mais sur les régions de l'ouest. Par contre, au centre et à l'est, eh bien, le ciel deviendra de plus en plus nuageux et même sur les régions de l'ouest durant la journée où ces nuages vont donner quelques pluies sous forme d'averses orageuses, pratiquement tout le nord, mais ces pluies peuvent être localement assez marquées en cours d'après-midi sur les régions côtières et intérieures, centre-est et est, et même parfois aussi accompagnées de chutes de grêle, à noter des vents forts sur le haut plateau ouest qui peuvent donner quelques particules de sable en suspension, bien sûr, avant l'arrivée de la pluie. La moitié sud
Des passages nuageux toujours du côté du sud-ouest, le Nord Sahara, les oasis et vers Timimoun où ces nuages vont donner quelques pluies parfois orageuses, plus exactement du côté de Tindouf, Bni Abbas et Timimoun. Partout ailleurs, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, à noter des vents forts vers le Nord Sahara, les oasis qui peuvent parfois atteindre les 60 km/h et qui vont engendrer des sements de sable. Donc la visibilité risque d'être réduite vers ces régions, donc soyez très vigilants. Concernant les températures, l'après-midi, eh bien, Météo Algérie a prévu un maximum de 26 degrés du côté de Constantine et Sétif, 25 à Alger, Tizi Ouzou, Guelma, Relizane, Oran, Al Bayad, 24 degrés à Djelfa, également vers Tlemcen et Annaba. Au sud, 29 degrés à Tindouf, 31 Béchar, Gardaïa et Biskra, 32 à Drar, 38 à Insalah, 39 Tamanrasset, 44 Ilizi, 41 à Janet et enfin 45 degrés le maximum Borj Bedi Mokhtar et Ingzam. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement toutes les côtes d'ouest en est. Des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h et les vents sont des acteurs ouest. Un petit tour du côté de l'Europe où le ciel se montrera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Londres, également Madrid, mais ces nuages vont donner quelques pluies par endroits du côté de Moscou, également Paris, un ciel peu nuageux à Istanbul, plutôt dégagé à Lisbonne et Berlin. Le mercure, quant à lui, affichera 9 degrés seulement à Moscou, 14 à Kiev, 17 à Istanbul et Madrid, 19 à Lisbonne, 23 à Londres, également Rome et enfin 24 degrés le maximum cette fois-ci à Paris. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi qui vous Donc il y aura de la pluie, comme vous le dites. Oui, il ne faut pas se fier maintenant du temps, mais les pluies vont venir. Hein. Voilà, heureusement j'ai toujours mon Attendez. parapluie dans le sac. Ah oui, c'est Il bien. est tout petit, mais il est très efficace de toute façon. Tu l'auras besoin tout de suite. Qu'est-ce que j'allais dire surtout parler aussi de la journée donc de mercredi. Il paraît qu'il va beaucoup pleuvoir. Ah oui, il faut s'y attendre. Hein. De toute façon, tout à l'heure, on va donner les prévisions des 3 jours. Donc À c'est 19 important hein, de suivre le bulletin Ah de oui, météo oui. d'Amel. Surtout en Vous savez ce que moment. beaucoup de personnes regardent la météo avant de sortir. Hein. Ah oui, Et maintenant. vous attendent hein, Ah, les gens très s'intéressent. régulièrement. Hein. Ah bah c'est gentil. Les gens s'intéressent maintenant, oui, J'en connais exactement à la plein. météo. Eh bien, très bien. En tout cas, le bulletin a été donné. C'est donc très clair ce matin. Donc à midi, 19h, d'autres bulletins météo. Surtout, faites attention. Et à vos parapluies. Bon, bien sûr, il ne fait pas très froid, donc Non, tout va non. bien. Concernant le froid, il n'y a pas le froid. Seulement, vous allez être mouillé, c'est tout. C'est tout, mais c'est bon, pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas mortel. Du tout. Voilà. Ça fait plaisir au plus. Parfait. Merci beaucoup, Amel. Bonne journée. Également, Et puis, on vous dit à tout à l'heure. On va vous laisser repartir en musique. comme d'habitude. Comme avec d'habitude, plaisir. Amel, elle adore la musique, hein, Ouais, je vous le j'adore. dis. Hein. Surtout Colanda Gang. Ah oui, j'adore Colin Gang. Bon, alors on va vous laisser repartir avec une belle chanson. Vous connaissez les caméléons. Caméléon, oui, je connais. Les caméléons qui chantent Win, Winzin, oui. Win Yimshizin, Yimshizin, Win Timshirima. Yimshizin, Timshirima. C'est une dédicace particulière à notre amie Camera Woman Fafoucha. Et puis on se retrouve juste après. وين يمشي زين تمشي ريما تمشي والزين ساكن هضار لابس هزي ولابساتو ديما ومن غير هزي لبسها ما يختار وين يمشي الزين تمشي ريما سكن هزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة ومن غير هزين ما يسكن دار وما فات هزين ولا غت من دونو تغنى مع الزين وتسير وما صار ضوية في اللون كي القمر في لونو حورت العين من الديلة الجفار في النهار الصوم شفايف وما حنو ونقول صوت حنين محنان ويقول الصوت هذا حنين ما حن عليه خلاني حارف الحنين كي قار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار يا وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما تصفي حياته نهار
تمشي ريما سكنها الزين وبناها لي قصار ساكنها في الشان والهمة من غير هزين ما يسكن دار وما فاتها الزين ولا وضت من دونه تغنى مع الزين وتسير وما صار ضويا في اللون كي القمر في لونه حورت العين نبيلت الجبار في النهار مرسوم شفايف وما حلو بصوت حنين محنان ويقال صوتها الحنين ما حن عليا خلاني حارف الحنين كي قهر وضياها في الليل كي القمر في ليلو ضياها في نهار بالشمس طول النهار إلا دخلت دخل النهار في ليلو وإلا خرجت تخرج من الليل نهار وادروني يا سامعين كي نقول الكلمة اللي ما شاف زينها ما بصر في حياته نهار وادروني كي نقول الكلمة ما شاف زين أعمى أبصر في حياته نهار Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson des frères Agran qui donc représente aussi le groupe le Caméléon bien sûr. Et bien tout de suite nous allons donner la parole à notre ami Yazid pour sa rubrique l'invité de la matinale. C'est tout de suite. Bonjour Yazid. Bonjour Amel. Donc aujourd'hui nous sommes avec monsieur Alili qui est directeur du tourisme au niveau du ministère du tourisme. Nous allons aborder des questions relatives à la promotion du tourisme, notamment la saison estivale, le CITEV, et puis un premier regard, une première appréciation du tourisme saharien, donc de la saison du tourisme saharien, qui booste actuellement l'offre touristique en Algérie. C'est l'un des produits phares du tourisme en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous donner une première appréciation de cette saison du tourisme saharien? Merci. D'abord, bonjour à nos amis téléspectateurs. C'est vrai que le tourisme saharien en Algérie, c'est l'un des produits phares, surtout pour ce qu'on appelle, nous, le réceptif, c'est-à-dire le tourisme international. Aujourd'hui, nous avons constaté quand même donc une augmentation en matière de flux touristique, surtout étrangers, au niveau des principales villes du sud algérien, en l'occurrence Djanet, Illizi, Tamnarasset, Timimoun. Si on regarde un petit peu ce que nous avons enregistré durant les 3 dernières années en matière de réceptifs, on était à peu près à 15 000 touristes durant la saison saharienne 21-22. On est passé à 26 000 en 22-23 et nous avons enregistré 37 000 touristes en 23-24. Donc vous voyez un petit peu l'augmentation qui est enregistrée, qui est quand même assez importante. Pour l'année 24-25, avec nous n'avons pas fait le bilan, ça va se faire à la fin du mois de mai, et déjà nous avons constaté encore une augmentation. Donc ça nous encourage à développer davantage, à faire une meilleure promotion pour ce produit touristique. Et le CITEV reste l'un des événements majeurs de la promotion touristique, et nous voyons chaque année qu'il y a un engouement pour cet événement majeur, notamment pour la promotion de la destination Algérie et atteindre la barre de 11 millions de touristes d'ici 2030. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les préparatifs pour cet événement majeur pour la promotion de la destination Algérie? Oui, effectivement, le CITEV, ça se prépare. Déjà, c'est vrai que déjà les dates, ça va se dérouler pour cette année au cours du mois de juillet. Donc, c'est dans 2 mois, hein, dans 2 mois et demi. Pour les
préparatifs du CITEV, il y a une commission qui se fait au niveau du ministère, il y a un commissaire du CITEV, donc une équipe qui est en train de faire les préparatifs en matière de logistique, en matière d'invitation des opérateurs nationaux et internationaux, mettre en place un programme durant ces 3 jours. Donc vous savez, quand on fait le CITEV, certes, il y a un petit peu la présentation des produits touristiques algériens. On le fait au mois de juillet, donc c'est clair que c'est pour préparer la saison saharienne 2025-2026. Donc on se donne déjà le temps de la préparer en choisissant cette période-là. Après, il y a tout ce qui est contact, donc j'avais dit des opérateurs étrangers. L'objectif, c'est de les ramener en grand nombre en Algérie, d'avoir des B2B avec nos opérateurs, nos agences de voyage et de tourisme, pour confectionner des programmes, pour faire aussi des éductours pour ces mêmes opérateurs, leur faire connaître un petit peu le produit, qu'il soit saharien, où là on peut y aller aussi un petit peu vers les hauts plateaux, parce que l'idée c'est vrai que c'est le produit phare, donc on attire avec le produit saharien, mais tout en essayant de découvrir un petit peu d'autres produits, tels que le produit culturel, le tourisme d'histoire, le tourisme religieux. Ça c'est des produits touristiques qui marchent bien à l'international. Et puis il y a le STAT, le schéma directeur du développement du tourisme, et son importance pour le développement du secteur touristique en matière d'investissement, de réhabilitation, d'exploitation. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur les résultats de ce travail qui a été mené depuis pratiquement un bon moment par rapport au schéma directeur du développement du tourisme? Oui, effectivement, il y avait le schéma directeur du tourisme qui avait donc des dynamiques par rapport à l'aménagement touristique, donc ce qu'on appelle nous les zones d'expansion touristique. Donc vous savez que l'Algérie aujourd'hui, avec ses 249 zones d'expansion touristique, nous en avons plusieurs vocations, donc des vocations des zones touristiques dans le balnéaire, dans le climatique, dans le thermal. Toutes ces zones-là nécessitent bien sûr des aménagements pour pouvoir implanter des projets. Il y a des choses qui ont été faites et qui continuent à se faire, sauf que aujourd'hui, avec le nouveau plan de développement, si vous voulez, c'est dans la mise en œuvre des orientations de M. le Président de la République ou du programme du gouvernement. Donc notre département ministériel en 2025 a mis en place un plan de développement, d'ailleurs dont a parlé Madame la ministre à l'APN il y a à peine une quinzaine de jours. Et ce plan de développement, justement, essaye de dégager des priorités. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, vous parlez de la saison estivale. En matière d'investissement, tout le monde sait que nous avons des insuffisances durant cette période-là en matière de capacité d'hébergement dans le balnéaire. De là, en matière d'investissement, d'aménagement d'abord, parce que c'est tout un financement pour pouvoir justement aménager ces zones d'expansion touristique. Il est donné une priorité aux zones d'expansion touristique qui sont dans le balnéaire. Allez vite, d'abord dans l'aménagement pour pouvoir les mettre, parce que comme vous savez aujourd'hui, il y a l'agence algérienne de la promotion de l'investissement. Donc le principe aujourd'hui, il est question donc d'aménager et de mettre ce foncier aménagé dans la plateforme de la paix, et à ce moment-là, les investisseurs peuvent donc rentrer et voir si le foncier qui peuvent les intéresser en fonction des projets qui sont projetés. Donc tout ça, je dis qu'il faut donner une priorité en matière de type d'investissement. Donc on veut bien, dans le plan de développement d'ailleurs, nous avons 2 axes principaux. C'est d'abord développer le tourisme interne, et aussi ce qu'on appelle le tourisme réceptif, c'est-à-dire à l'international. Dans le tourisme interne, il y a certains produits qu'il faut développer, et ça c'est en fonction de la demande des Algériens, des familles algériennes.
Donc, comme vous le savez, les Algériens, il y a d'abord le balnéaire, donc une très forte demande durant la saison estivale. Il y a ce manque, évidemment, ce manque en matière de structure d'hébergement. Donc, il est question d'aménager rapidement, d'aller vers des structures, d'abord, qui vont avec le développement durable, donc aller vers des structures légères, genre chalets, bungalows, qui peuvent être réalisés très rapidement pour pouvoir justement rattraper ce déficit. De l'autre côté, il faut aussi la typologie aller plutôt vers des appart-hôtels au lieu que ce soit les hôtels, parce que c'est un petit peu, les Algériens aiment bien ça. Ça, c'est le produit du balnéaire. Dans le thermalisme aussi, vous savez que l'Algérie, pratiquement durant les vacances scolaires, c'est pratiquement, ils sont archi-comme, avec nos 32 stations thermales et quelques 4 centres de thalassothérapie, quelques bains traditionnels, ça ne suffit pas. Là aussi, il est question de mettre le paquet. Nous avons recensé 34 bains traditionnels pour lesquels on est en train d'inciter, parce que l'investissement il est privé, comme vous le savez, nous incitons donc nos bailleurs de fonds, on va dire, à investir dans le thermalisme et donc moderniser ces 34 bains traditionnels et aussi investir sur une vingtaine de sources thermales non exploitées pour le moment et qui peuvent abriter directement des projets thermaux de manière directe. Aussi, nous avons la thalassothérapie, comme vous savez, le littoral avec un linéaire qui dépasse les 2000 km, 2148, le dernier mesure qui a été donnée par le ministère de l'Environnement, avec 14 wilayas côtières. Le programme propose donc la réalisation d'au moins 2 centres de thalassothérapie par wilaya côtière. Nous avons Oran qui aujourd'hui a quelques centres de thalasso. Alger, nous avons le centre de Sidi Fradj. Le Thalassa qui est en cours de réalisation. Le dernier à Ain Timouchent, je pense aussi. À Ain Timouchent, oui, le dernier qui a été donc le centre Mahiddin qui a dédié 2 niveaux de son projet, 2 niveaux donc à la thalassothérapie. Ça, c'était le dernier. Nous avons un autre centre à Mars al-Hajjaj, à Oran, qui est pratiquement à 90% en matière de réalisation. Donc, et parmi les priorités de Madame la ministre du Tourisme, c'est aussi ce grand chantier de la numérisation, cet écosystème innovant qui est aussi une chance pour la promotion du tourisme, notamment en impliquant également les jeunes porteurs de projets qui ont fait leurs preuves en matière de promotion du tourisme. Tout à fait, tout à fait. Donc, si vous voulez, la numérisation, il y a 2 volets. Il y a premièrement la gestion donc, de ces infrastructures touristiques. Vous savez, aujourd'hui, la réservation elle doit se faire en ligne. Il y a des efforts qui sont en train de se faire dans ce sens, mais aujourd'hui, nous avons un programme qui nous permettra à court terme, c'est-à-dire 2027, pour arriver à une totale donc, réservation en ligne et donc obligé, parce que ça, il y a les textes législation réglementaires plutôt qui vont venir après, et là, obliger l'ensemble des opérateurs dans le domaine de l'hôtellerie à procéder à la numérisation de leur système de gestion. Ça, c'est en plus de la gestion du secteur en lui-même. Vous savez, aujourd'hui, le ministère du tourisme est en train, on est à la 2e année dans la numérisation de la gestion en matière de contrôle, en matière de suivi, ainsi de suite. Donc ça permet d'aller un peu plus vite. L'autre côté qui est très important, c'est un peu la promotion. Donc vous savez, surtout à l'international, mais même aussi au niveau national, les produits touristiques, les potentialités touristiques de l'Algérie ne sont pas encore bien connues. Nous sommes en train d'y travailler justement pour justement renforcer le côté promotion. Et investir dans les technologies immersives, comme vous l'avez dit en antenne. C'est ça, tout à fait. Donc dire investir dans le domaine de la promotion, cela veut dire travailler avec les startups, avec les jeunes, parce que c'est un petit peu, si vous voulez, le domaine des jeunes. Là, il est question de les encourager pour pouvoir justement
renforcer cette promotion à travers les réseaux sociaux, à travers la réalisation des plateformes de promotion. D'ailleurs, il y a un exemple. Aujourd'hui, l'Office national du tourisme a signé donc un contrat avec le ministère des startups pour faire en bénéficier un ensemble de startups qui vont justement partir, voyager, voir les expériences qui se font dans les grands pays en matière de numérisation, c'est-à-dire les États-Unis, le Japon et l'Allemagne. Enfin, il y a 3 ou 4 pays que ces gens-là vont visiter pour bénéficier justement de l'expérience et acquérir justement ce savoir-faire. Et pour clore, un dernier mot pour la diaspora algérienne qui reste aussi attachée à la promotion de l'image et de la destination Algérie. Alors, la diaspora, il y a d'abord des efforts qui sont en train de se faire déjà par rapport au troisième âge. Donc, si vous avez remarqué déjà, il y a eu des actions qui ont été faites en matière de thermalisme. L'année dernière, on a ramené plus de 100 personnes qui ont bénéficié donc, de prestations thermales dans nos stations thermales. Et avec des circuits touristiques, ça leur permet un petit peu de revivre un petit peu leur attachement donc, à l'Algérie. Ça, c'est le côté un petit peu essayer de faciliter. Vous avez remarqué que le président de la République a donné donc, des instructions pour réduire un petit peu le billet d'avion et ceci va permettre à nos concitoyens donc, de visiter l'Algérie durant cette saison estivale, ça d'un côté, mais de l'autre côté, il y a aussi le savoir-faire de nos jeunes surtout à l'étranger que l'Algérie aujourd'hui invite pour qu'ils puissent investir dans le domaine du tourisme de manière générale, mais surtout dans le domaine de la promotion, donc un petit peu l'utilisation de cette numérisation pour qu'on puisse un petit peu mieux, on va dire, promouvoir le produit touristique algérien. Monsieur Alili, directeur du tourisme au ministère du Tourisme, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Merci, je vous remercie. Merci beaucoup Yazid et merci à Monsieur Alili. Ça a été en tout cas un plaisir de le recevoir et surtout parler du tourisme en Algérie. Eh bien, on reste dans ce domaine-là. On vous invite à suivre ce reportage. Gros plan sur le complexe touristique de Mestranum. C'est un reportage signé Yasmine Amri. Situé entre mer et collines, ce complexe touristique offre un cadre naturel exceptionnel. Loin de l'agitation des grandes villes, il séduit par sa tranquillité et la beauté de son environnement. Le visiteur est immédiatement plongé dans une atmosphère apaisante. Entre l'air marin et la végétation luxuriante, un lieu idéal pour se reconnecter à la nature et se ressourcer pleinement. Une belle escapade et une évasion du quotidien. Franchement, entre forêt et plage, ça nous a ressourcés et on a un très très beau pays et c'est à refaire. Le paysage est vraiment très très beau. Ici, l'emplacement est parfait. Le bruit de la mer, le son, quand tu sors, tu as une très très belle vue. Ce voyage m'a vraiment ressourcé et m'a redonné des forces pour la vie prochaine. J'adore mon pays. Je trouve que c'est très très beau l'endroit où je me trouve. C'est un très très beau moment que j'ai partagé avec plein de gens que j'ai rencontrés ici. Le complexe met à sa disposition des infrastructures modernes et bien entretenues, pensées pour le bien-être des visiteurs. Outre les hébergements spatiaux et les espaces de détente, une variété d'animations est proposée tout au long du séjour. Activités en plein air, divertissements pour enfants et programmes organisés permettent à chacun de vivre une expérience dynamique et conviviale, tout en profitant d'un encadrement professionnel et chaleureux. C'est un complexe que j'appelle où je viens pratiquement toute l'année. Et ce qui est important ici et attirant ici, c'est surtout l'atmosphère. Ce qui est bien aussi, c'est surtout le plein air. C'est vraiment les chalets sont disposés convenablement. Je me suis baignée, c'était bien et on s'est bien amusé et j'espère qu'un jour je pourrai vivre ici. And I'm happy that it's the holidays and I like being in Algeria and I like the beach. Je veux bien me rebaigner comme ça
j'ai une journée super. هدفنا هو استقبال المواطنين. Notre but est de soutenir le tourisme national en accueillant des visiteurs du pays et de l'étranger, avec une vision tournée vers l'avenir et le développement du secteur. هو الاستمرارية والتقدم نحو الأفضل. Ce complexe contribue activement au développement du tourisme local en alliant qualité de service, dynamisme et respect de l'environnement, faisant de lui un exemple d'investissement durable dans le secteur. La région de Mostaganem est une très belle région en tout cas pour aller passer de belles vacances. Vous l'avez vu à travers ce reportage, Mostaganem, ça vous accueille, va vous accueillir cet été, Inch'Allah. Eh bien, on va commencer avec le sport. Riyad Belkhedim est déjà prêt. Il a une actualité très riche. Bonjour Riyad. Bonjour, prêt, hein, quand on voit un reportage pareil, on a envie de faire de vacances déjà. On n'a pas envie de travailler. Exactement. Mais bon, il y a aussi le tourisme sportif, hein, donc ça fait partie. Oui, et puis il faut faire le travail. Évidemment, donc, évidemment. Et puis on accueille comme il se doit Ania Srir. Bonjour. Bonjour Anna. Comment ça va? Bonjour. Ça va. Très bien. Vous allez nous parler un petit peu aujourd'hui donc de la fatigue justement après les repas. Exactement. Comment l'éviter? Quelques petites astuces pour au moins la réduire et être plus en forme. Oui, Riyad, vous avez ce problème? Moi, je ne sais pas, je vais écouter sa chronique tout à l'heure, mais je pense que ça dépend de ce qu'on mange déjà. C'est vrai. Parce que la digestion fatigue, mais ça dépend du menu du repas. Exactement. Et tout dépend justement comment vous allez être après quand vous mangez trop richement. Voilà. En tout cas, on va commencer par vous, par le sport. Il y a une actualité très riche, ça continue toujours à s'accélérer. On va parler donc de cette actualité tout de suite. On va commencer par santé. Donc santé, allez, on y va. Alors on va parler justement donc de santé avec vous, Ania. Alors tout de suite, on enchaîne directement sur le sujet, parler un petit peu de ces lourdeurs et cette fatigue juste après avoir mangé peut-être un repas trop copieux. Exactement. Déjà, il faut savoir que la fatigue après le repas, c'est un petit peu normal tant que c'est léger. Donc, c'est une toute petite, on va dire somnolence, toute petite fatigue légère, ça passe. Car la digestion, comme toutes les fonctions du corps, a besoin d'énergie. Et donc, c'est une consommation d'énergie. Lorsqu'on mange, on digère, on consomme de l'énergie. Mais ce qui n'est pas normal, c'est d'être trop fatigué, d'être trop somnolent. Et ça, c'est assez fréquent. Et là, il y a des petites erreurs à éviter pour réduire cette somnolence, cette sensation de fatigue qui parfois va jusqu'à l'hypotension, c'est-à-dire on va se sentir vraiment complètement somnolent, on a des envies de dormir, on n'est pas assez en forme pour travailler. Et d'ailleurs, ces erreurs sont à éviter aussi, surtout pour les enfants. On est en période d'examen, c'est très important d'éviter ces petites erreurs pour pouvoir enchaîner la journée sans ces coups de fatigue, que ce soit au petit déjeuner ou pendant le déjeuner. Voilà. Donc, quelles sont ces petites erreurs? C'est comme l'a très bien décrit Riyad, c'est ce que l'on va manger. C'est en plus que ce soit pas trop riche, trop gras, trop sucré, c'est aussi la composition de l'assiette. C'est-à-dire, on a tendance à faire certaines erreurs d'association dans nos menus. Voilà. On a tendance, par exemple, à aller vers des steaks frites. Oui. On va dire, des poulets frites, des poulets pommes de terre, des féculents accompagnés avec des protéines, ce qui n'est pas très judicieux. Quand on a une assiette où on va avoir des féculents, que ce soit du pain blanc, des pommes de terre, on va essayer d'éviter de les associer à des protéines. Et c'est pareil lorsqu'on a du poulet ou de la viande rouge, du poisson, on va essayer d'éviter de les associer avec des féculents. Lorsqu'on veut éviter encore une fois cette fatigue postprandiale. On appelle ça comme ça scientifiquement. Voilà. Donc, on va essayer d'éviter. Pourquoi? Parce que la digestion, plus elle est compliquée, plus on va être fatigué, plus notre corps va consommer de l'énergie. Et lorsqu'on prend des protéines avec des féculents, ce n'est pas la meilleure façon de faciliter la digestion. Il faudrait plutôt associer des légumes aux protéines, des légumes aux féculents. J'ai donné quelques images pour donner quelques exemples de menus. On va essayer par exemple de prendre du poisson avec des légumes sautés. Des légumes verts, genre haricots, petits pois. Exactement.
Pourquoi? Parce que les légumes vont apporter des fibres. Et c'est ces fibres-là qui vont nous aider à mieux digérer les protéines. Voilà. Deuxième erreur qu'on va faire, c'est d'apporter trop de sucre, de glucides plutôt. De glucides, par exemple du pain blanc. On va avoir tendance à manger trop de pain avec notre repas, alors qu'il faudrait déjà aller vers du pain complet et non pas du pain blanc et réduire les quantités. Les féculents, c'est pareil. Il faudrait que ce soit une assiette équilibrée, qu'il n'y ait pas plus du tiers de l'assiette de féculents. Et ça inclut le pain blanc, donc vous imaginez à quel point on a tendance à déséquilibrer cette assiette-là, ce qui va encore rendre la digestion encore plus difficile. Et il y a aussi l'ordre, on y arrive, l'ordre du menu, c'est-à-dire que... On ne commence pas par les fruits, alors que normalement, il paraît que c'est très bon de commencer par les fruits. Voilà, il faut commencer par tout ce qui est cru. D'accord. Pas seulement les fruits, c'est-à-dire les fruits ou bien les salades devraient être avant le repas principal. Mais pour les fruits, je mettrais même ça à distance. C'est-à-dire 2 heures après, c'est encore mieux que avant. Si c'est un dessert, c'est 2 heures après. Pour la salade, c'est avant le repas. Pourquoi? Parce que lorsqu'on prend un repas qui est cru, des aliments qui sont crus, notre corps, notre tube digestif va les fermenter, va les digérer rapidement. Alors qu'un repas qui est composé, qui est cuit, va être digéré plus lentement. Si on commence par le repas qui est digéré plus lentement, le repas qui va digérer plus rapidement va fermenter. C'est-à-dire les fruits vont fermenter, ça va donner des ballonnements, ce qui va rendre la digestion plus compliquée et ce qui va faire qu'on dépensera plus d'énergie, notre corps dépensera plus d'énergie pour se rattraper et ça va donner cette fatigue. Fameuse fatigue. Voilà. Il y a toujours le rôle de l'hydratation. On n'oublie pas une bonne hydratation et on a tendance aussi à faire une autre erreur, il y a plein d'erreurs qu'on a tendance à faire généralement, c'est de boire pendant le repas. C'est la question que j'allais vous poser. Alors tout le monde se pose la fameuse question, est-ce qu'on boit pendant ou on boit après le repas? Avant aussi. Idéalement avant le repas, après le repas, mais surtout pas pendant le repas. C'est-à-dire, voilà, ça va diluer le suc gastrique et ça va faire que les enzymes ne vont pas faire très bien leur travail. Ça ne va pas bien faire le processus de digestion. Et tout ce qui complique encore une fois la digestion va engendrer une dépense énergétique et donc une fatigue post-prandiale. C'est-à-dire, si vous mangez de la galanteta, il ne faut surtout pas boire de l'eau après. Voilà. Ou pendant. Ou pendant. Pas pendant, plutôt pendant. J'ai laissé le plus important pour la fin, c'est toujours de laisser de l'espace dans son estomac. Faciliter le travail de l'estomac. Ce n'est pas que faciliter le travail du foie en évitant les glucides, car c'est un pic d'insuline qui va être réactionnel et donc une hypoglycémie qui va donner une fatigue. Là, c'était pour les glucides. Là, c'est plus pour faciliter le travail du foie. Mais il faut aussi faciliter le travail de l'estomac. Comment? En ne le remplissant pas à 100%. Voilà. On il ne faut pas manger jusqu'à satiété. Voilà, même dans les traditions, on dit toujours il ne faut pas manger jusqu'à satiété complète. Il faut toujours laisser un petit peu d'espace. Et ça, que ce soit pour le brassage des aliments, pour leur digestion, ça va faciliter la digestion. Et tout ça, c'est des petites économies d'énergie, on va dire, corporelle. Alors tout ça, on le sait en général, hein, n'est-ce pas? On sait ce qui est bon, les légumes verts, ce qu'il ne faut pas manger avant, ce qu'il ne faut pas manger. Mais malheureusement, ce n'est pas fait des excès. En fait, c'est nos habitudes qui ne sont pas bonnes. Quand je vois ce qu'elle dit, les Chinois, par exemple, ne mangent pas ou peu ou pas de pain, mangent beaucoup de crudités et mangent peu en termes de grammage dans l'assiette. C'est ça. Donc ils digèrent bien et regardez, dans l'absolu, il y a beaucoup moins d'obèses en Chine. Il y a une longévité. Il y a beaucoup moins d'obèses en Chine qu'aux États-Unis, par exemple. Et puis, il y a une grande problématique en Algérie, c'est que nous sommes de grands mangeurs de pain. Et ça, c'est un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, le pain n'est pas aussi... Changer ses habitudes et enlever la baguette de pain sur la table, c'est très compliqué. Car ce que les gens oublient, c'est que le pain blanc, le pain blanc a un indice glycémique assez élevé. C'est-à-dire qu'il engendre une réponse insulinique assez élevée. Voilà. Et pour la digestion aussi, il faudrait éviter de mélanger trop d'aliments en même temps. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une assiette qui est goûteuse, qui est bénéfique, mais avec, on va dire, quelques aliments associés. Plus on associe des aliments, plus les enzymes vont interagir, plus il va y avoir une difficulté à digérer et une lenteur de digestion et engendrer une fatigue. Voilà. Donc, pour éviter justement cette fatigue, vous avez suivi tous les conseils de Ania ce matin. Moi, j'ai une dernière question, parce qu'avec moi, on prend toujours du temps. Moi, je voulais savoir, pour les repas, est-ce que
c'est bien de faire une sieste après un repas. Vous parlez tout à l'heure de somnolence. Oui. Quand est-ce qu'il faut faire la sieste, quand est-ce qu'il ne faut pas la faire? Et est-ce qu'il vaut mieux faire une sieste qu'une marche à pied ou petite marche de digestion, on va dire, après le repas? Moi, je trouve que la sieste, c'est toujours une bonne chose. Il n'y a pas de souci pour la journée, pour faire une pause, pour le système cérébral, voilà. 20 minutes, un quart d'heure, c'est parfait. Mais il faut quand même faire une petite activité, une petite marche avant la sieste. On va faire les deux, je vais dire. Parfait. Je préfère dire les deux. Mais il m'a rappelé un sujet très important, c'est l'importance de laisser, d'arrêter de manger assez tôt la nuit, pour favoriser le repos digestif pendant la nuit, de ne pas grignoter pendant la nuit, car c'est là que le côlon va finir sa digestion, s'auto-nettoyer, s'auto-réparer, et ça nous permet d'être plus en forme dès le matin. D'accord. Il paraît que c'est pas en mangeant... grignoter en face de la télé le soir. Voilà, c'est très mauvais. Alors, il paraît que c'est quand on mange trop qu'on peut faire des cauchemars. Il paraît que c'est ça, donc il faut éviter de trop manger le soir. Je ne sais pas, mais je sais que c'est très lié, que le microbiote intestinal, que le tube digestif, qu'on appelle le deuxième cerveau, selon les dernières études, est extrêmement lié à la santé mentale. Il y a un lien très fort, des études très sérieuses qui vont dans ce sens. Et donc, je pense que cette théorie pourrait avoir... d'une façon nuancée, un lien avec la réalité. L'essentiel, vous le avez bien compris. La nécessité des gastro-entérologues dans les hôpitaux psychiatriques, c'est bien. Il ne faut pas remplir vos assiettes. Il faut être vraiment très prudent en mangeant, bien sûr, sainement et équilibré. Voilà, on aura bien retenu la leçon. Merci beaucoup, Ania. Vous allez vous intéresser au sport? Avec plaisir. Avec Riyad, évidemment, bien sûr. La semaine prochaine, c'est elle qui s'y colle, c'est elle qui pose des questions sur la Ligue 2. Par exemple. Alors, on va tout de suite s'intéresser, bien sûr, à la journée d'aujourd'hui. Par exemple, quelles sont donc les rencontres les plus attendues? Il y a de bonnes nouvelles. Il y a au moins une grande bonne nouvelle. Il y a une grande bonne nouvelle, c'est tout de suite après ça. Alors, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que les protégés de Majid Bouguera, qui, souvenez-vous, était déjà le sélectionneur national de l'équipe nationale des joueurs locaux, les A' pour les non-initiés comme vous, Amel, par opposition au A, qui est l'équipe nationale par excellence. On connaît, qu'on suit, qui joue partout. Mais il faut suivre aussi les A'. Bien sûr. Il ne faut pas négliger les joueurs du cru, comme on dit, les joueurs du terroir produits en Algérie. Et ils jouent bien au foot aussi. Alors, l'équipe d'Algérie qui avait fini en finale du CHAN, c'était au stade Nelson Mandela, souvenez-vous, on avait perdu face au Sénégal en finale, et là, eh bien, l'équipe de Bouguera, lui déjà, il a rempilé, et ils viennent de se qualifier, ils ont joué à Annaba, et l'équipe nationale s'est qualifiée après une large victoire. Au match aller, c'était 0-0 en Gambie, 3-0 s'il vous plaît. Au retour, on va voir quelques images, avec le premier but en seconde période, cette frappe croisée de Abdelrahman Meziane à la 46e minute de jeu, la joie de joueurs du CRB. Et puis le festival va commencer, celui de Boulbina. C'est le meilleur buteur du championnat, c'est le petit bijou du Paradou. Il marque son premier but et puis le voilà, le second dans les arrêts de jeu. Frappe et ça fait 3-0. 3-0, synonyme de qualification donc pour ce CHAN, ou cette CHAN, plutôt le CHAN, parce que c'est le championnat d'Afrique des Nations par opposition à la CAN. On a mis le H en plus pour différencier entre la CAN et le championnat des joueurs locaux qui donc se déroulera conjointement dans 3 pays africains, dont l'Ouganda. Voilà pour la première bonne nouvelle. Il reste une bouteille à l'encre, c'est celle de la Ligue 1. On ne sait pas qui sera champion. Il y aura beaucoup de matchs encore qui vont se poursuivre parce que la 25e journée... Il ne reste pas beaucoup. Hein, la 25e journée, oui, il reste 6 matchs. La 25e journée a commencé hier. Elle va s'étaler sur 3 jours, aujourd'hui et demain. On va voir avec Amina, déjà le premier match, celui de Magara qui poursuit son opération de sauvetage. Pratiquement tous les clubs qui ont joué aujourd'hui, plutôt hier, jouaient leur survie. Magara en bleu, qui donc va marquer 2 fois. D'abord l'ouverture du score en première mi-temps face à l'ASO Schlef. Une autre formation qui joue le maintien, c'était corsé pour l'ASO. 2-0. Puisqu'ils vont perdre 2-0 face à l'équipe qui a été reprise par Azdin Aïdjoudi, Monsieur Pompier, du côté de Magara, qui vient chaque fois en sauveur. Schlef va rater un penalty, on va voir, d'abord une faute, et penalty sifflé par l'arbitre. Et ils sont en rouge, et l'ASO, et ce penalty manqué par l'ASO et par Hamra. Voilà pourquoi je parle de rouge. Parce qu'il s'appelle Hamra.
l'ancien joueur de l'USMA d'Alger. Il va tirer et regardez la superbe parade. Bras gauche, côté opposé. Il va la sortir, le gardien de Magara. Et les Bleus ont gagné. La wilaya de Batna va rajouter un second but, synonyme de victoire. Et donc ça permet à Magara de sortir de la zone de relégation. On va voir rapidement un autre match, celui de Khenchela. On va voir peut-être un but si on a le temps, avec Amina face au Mouloudia d'Oran. Vous suivez, c'est bien. J'ai pris des notes, Riyad, quand même. C'est parfait, c'est parfait. Je vous suis. Je suis. Alors, on va voir Khenchela qui gagne 2-1, notamment un superbe premier but des Khencheli qui eux aussi continuent leur opération de sauvetage. On va voir ce premier but. Voilà, victoire, regardez la joie sur le banc. La beauté des fins de saison, Amel, elle est c'est magnifique, c'est vrai. Parce que mais justement, ça a, débridé, ça a été une journée décisive et des matchs très importants aussi. Alors, il y a 8 équipes en bas qui jouent encore leur survie parce que rien n'est sûr. Et en haut, je vous l'ai dit. Alors, en regardant la fin de ce match, je vous donne le programme. Aujourd'hui, à 17 h, Sétif à la maison, au stade du 8 mai, reçoit le 8 mai, justement, qu'on a fêté il y a quelques jours, reçoit l'Olympique Akbou, également, qui joue sa survie. Et puis, le soir, un grand choc, c'est un remake de la demi-finale de la Coupe de la CAF, l'USMA d'Alger, qui reçoit au stade du 19 h. À 19 h. Waouh, elle suit. Moi, je suis vraiment étonné. À 19 h, qui reçoit le CSC. Et puis, demain, place à ceux qui jouent le titre. Tout d'abord, le grand derby algérois, à huis clos, à 17 h. Le CRB affronte le Mouloudia d'Alger pour une peut-être... Deux belles affiches en tout cas. Hein. Deux belles affiches. Et puis Al-Bayad, une équipe qui n'a pas perdu depuis le début de l'année 2025, c'est important de le préciser, il ne faut pas parler que des grands, face à la JSK, qui est seconde avec le CRB. En fait, c'est une lutte à distance entre la JSK Al-Bayad et à Alger, le duo CRB-Mouloudia. Et puis il y aura à 18 h Biskra, qui a déjà un pied en Ligue 2, malheureusement, le club du Sud, qui affronte le Paradou Athletic. On a vu Mostaganem tout à l'heure, ils ont perdu aussi, enfin ils sont en match nul. Mostaganem a fait match nul, ça aussi ça va mal face à Saoura, mais je vous l'ai dit, on va suivre, chaque semaine on va suivre les matchs et les équipes vont se donner à fond. Il y a deux belles affiches aujourd'hui et demain, donc c'est à suivre parce que ce sont les finalistes. Aujourd'hui USMA CSC et demain Mouloudia CRB ou CRB Mouloudia Sislan. On va maintenant passer à la Ligue 2. Je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie, mais on parlait du suspense. Louis VII a peut-être presque tué le feuilleton continue. Ils ont presque tué le suspense parce qu'ils ont marqué en fin de match. D'abord, regardez, c'est Khroub qui marque au départ, Louis VII qui égalise sur penalty. Ça va être le mano à mano et la course-poursuite dans ce match. Louis VII à la 68e minute de jeu, qui donc conserve une longueur d'avance. Et puis dans les arrêts de jeu, voilà, regardez cette joie, celle de Tlili, qui marque, et puis le Harrach. Les 3 buts de l'Harrach n'ont pas suffi puisque Louis VII reste devant. Et pour l'instant, Louis VII est en Ligue 1 en attendant. Alors il reste un dernier match. La dernière journée, ce sera le 16 et 17 mai prochain. Ce sera la 30e et la dernière. Louis VII accueille à huis clos, toujours sans public pour les deux équipes, accueille l'US Chaouia à la maison, alors que le Harrach, également à domicile, accueille un voisin pas très loin, Khmis El Khachna. Il faudra donc que le Harrach gagne et que Louis VII cale, au moins cale, parce qu'il y a un seul point entre les deux, c'est-à-dire face match nul. C'est très improbable pour une équipe de Louis VII qui a fait un parcours suivre de très près, parce qu'ils sont là tous les deux à suivre vraiment depuis très longtemps ce feuilleton. On parlait de bonnes nouvelles pour commencer la rubrique. Une bonne nouvelle pour toute la région de Béjaïa, tout à fait. Il y a eu un superbe derby. On va voir quelques images. Ce sujet signé Tarek Bouflih, notre confrère de la rédaction arabophone des sports, natif de la wilaya de Béjaïa. En plus, il est content de faire ce sujet du derby, parce que l'accession s'est jouée sur le derby. Il manquait 3 points au MOB. Et regardez tous les supporters, ils ont les mêmes couleurs que le CSC, vert et noir. Il y avait du monde. Rendez-vous Surtout que l'équipe revient de loin, vous me le disiez. Rendez-vous compte, en 2016, le MOB jouait une finale de Coupe de la Confédération africaine de football, et puis descente aux enfers, Ligue 2, amateur, et puis dans le 3e palier, regardez, il y avait du monde au stade de l'unité maghrébine à Béjaïa. Belle ambiance. C'est au centre-ville, et on va voir pour finir ce but. Il a été marqué par Islam Bendif sur penalty en seconde période. On finira sur ce but avant de décrocher, nous aussi. Oui. Et on félicite le MOB pour sa montée en Ligue 2. Il restera encore à cravacher. Une saison, peut-être un peu plus, pour monter. Je résume, Ben Aknoun est déjà revenu en Ligue 1.
Il restera à savoir la semaine prochaine si c'est le 8-7 8-7 ou le Harash. Et puis on attendra encore quelques... C'est bien, on va avoir encore 6 épisodes de feuilleton pour la Alia, Ligue 1. ça va, vous suivez? Voilà. En tout cas, on va leur donner un bon conseil au Mouloudia, à la JSK, au CRB. Il ne faut pas mélanger les féculents et la protéine. Sinon, ils vont avoir du mal. J'imagine qu'ils sont déjà conseillés, je l'espère pour eux en tout cas. Exactement. Mais surtout, bonne nouvelle pour les joueurs du hand. Ben voilà, on a pas quelques images, mais on va féliciter, parce qu'on était un peu pris de court. Mais sinon, on va féliciter juste l'équipe. Bravo pour le Mouloudia de Borj-Barish, qui a, la saison dernière, remporté pour la première fois de son histoire le championnat. Ensuite, pour la première fois de son histoire, la Coupe d'Algérie. Donc, il a gagné le doublé. Et c'était en direct sur Canal Algérie, aux commentaires, votre serviteur. Oui. Le MB qui remporte le 3e titre en moins d'une année. C'est exceptionnel. Bravo. Et puis les filles d'Elbiar, Yazid est content, les filles d'Elbiar qui enchaînent avec un 2e titre de Super Coupe. C'est magnifique. D'affilée. Bravo donc pour les filles et pour les garçons. On est et ça annonce pour le sport féminin. Ça annonce le week-end prochain, ça commence cette semaine, les playoffs. Les playoffs, c'est le dernier tournoi qui va nous faire connaître le champion de la saison. Donc le playoff se terminera samedi prochain, on connaîtra qui est champion de cette saison. Encore une fois, le football toujours en force, mais bon, on aurait bien aimé avoir le sport aussi, les athlétisme. Vous n'avez qu'à sauter 3. Voilà, d'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toute cette actualité sportive. Riyad, bonne journée. Bien sûr, on continuera à suivre les émissions sportives. Prochain rendez-vous ce soir, 21h, Canal Foot, présenté par Fatah Abada avec le président de Ben Aknoun qui vient fêter son accession sur l'antenne de Canal. Voilà, tout sera dit, bien sûr, dans les émissions de la rédaction sportive. Merci beaucoup, Riyad. À dimanche prochain. Et puis, merci à vous, Ania, pour tous ces conseils santé. Et puis, on vous laisse repartir tous les deux avec ce beau reportage. Ça s'est passé, bien sûr, le 8. Et bien, c'est une belle rencontre qui a eu lieu au musée Bardo avec la Haraïr. C'est donc dans la célébration, bien sûr, du 8 mai 45 avec beaucoup d'histoires et surtout les dames qui étaient présentes pour cette belle rencontre spéciale. Regardez, on se retrouve juste après. Voilà, on va revoir donc ce reportage dans un tout petit moment. Vous le savez, nous sommes encore en plein mois du patrimoine. Le 18 se terminera. Ce mois du patrimoine prendra fin avec la journée internationale des musées. On aura l'occasion de revenir sur cette actualité, mais aussi parler aussi de cette belle journée qui a vu une activité riche avec des rencontres et surtout des dames qui sont venues parler un petit peu de la tradition algérienne avec bien sûr le savoir-faire typiquement algérien à travers cette rencontre entre le patrimoine et surtout le musée Bardo qui était à l'honneur. Le musée Bardo qui accueille toujours de belles festivités et surtout qui à chaque fois donne l'occasion aux visiteurs de venir découvrir de belles expositions. Ça sera le cas bien sûr à partir donc du 17, il y aura une belle rencontre et puis surtout le musée du Bardo avec à sa tête M. Harishen qui prépare encore une belle rencontre. On vous donnera un peu plus de détails, bien sûr, au moment venu. Et puis là, tout de suite, c'est la rencontre avec la rubrique Jalia.dz. Fella Benour reçoit un invité, comme à chaque fois. En tout cas, faire un gros plan sur une réussite, bien sûr, algérienne, typiquement algérienne. Lui qui est dans la construction, donc avec durable, la construction durable. Elle nous en dira plus. Tout de suite, c'est à vous, Fella. Bonjour Fella. Bonjour Amel, bonjour à tous. Dans Jalia.dz, ce matin, on va parler d'investissement, mais pas que. Nous allons nous intéresser à ces Algériens qui sont nés à l'étranger et qui pensent toujours revenir, investir dans le pays ou investir chez eux. Donc j'ai le plaisir de recevoir ce matin Zoher Hamadi. Zoher Hamadi, bonjour. Vous êtes ingénieur informaticien à la base, mais vous êtes aussi depuis quelque temps spécialiste
des constructions durables. Exactement. Ou spécialiste en construction durable. Exactement. Ça va un peu plus loin sur construction durable, performance thermique, énergétique, l'environnement. Et voilà. Ça englobe vraiment tout cet aspect. Je vous remercie d'être parmi nous ce matin. C'est un plaisir de vous recevoir et un honneur. Vous êtes là. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en Algérie? Ben c'est des émotions en fait. C'est ma première télé en Algérie pour pouvoir parler d'un projet qui me tient à cœur. Donc c'est beaucoup d'émotions. Donc je suis vraiment, c'est un honneur pour moi partagé et un plaisir. Une grande partie, pour vous rassurer, une grande partie des Algériens qui passent par l'émission, c'est leur première télé. Et ça se passe très bien généralement. Je vous rassure. Donc pour revenir à votre parcours, vous êtes né à Lille en 86, c'est ça? En 84. En 84, donc en 84, deux parents algériens originaires de Biskra. D'ailleurs, vos copains vous appellent Zolo Biskri. Exactement, ils me taquinent souvent avec Zolo Biskri. C'est parce que je leur mets souvent sur la table, c'est la plus belle ville, etc. C'est la capitale, je délocalise tout sur Biskra, donc on me taquine souvent avec ce petit pseudo. Et vos parents, donc votre maman particulièrement, est originaire de Khinket Sidi Naji, une région qui vous a marqué. Ben, c'est une région qui me tient à cœur parce que quand on était petit, on partait 2 mois dans la région, dans la wilaya de Biskra. Donc ma mère est née à Sidi Naji, le Khinket. Donc on y allait, on passait, j'ai des très très beaux souvenirs là-bas. Avec ce qui me revient souvent à l'image, c'est l'Oued, les maisons qui étaient un peu atypiques pour moi parce que moi je venais de construction, on va dire européenne. Donc on voit des maisons en briques, en terre cuite, etc. J'étais un peu intrigué des beaux espaces, des chemins un peu étroits, etc. Donc, ça vous a mis sur la voie, on peut dire. C'est pour ça que j'en parle. Exactement. Parce que dans votre projet, la première maison que vous allez réhabiliter peut-être, c'est la maison de vos parents, de votre maman. Exactement. Donc j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps. Donc je suis passé tout le mois d'octobre. Donc j'ai arrêté plusieurs fois visiter et je me suis dit, on va passer par un exemple concret en fait. Pourquoi pas réhabiliter la maison familiale du côté de ma mère? Ouais. Et remettre vraiment à l'état initial et vraiment derrière, autour de ça, vraiment créer un écosystème touristique, recréer quelque chose à l'authentique. Parce que moi, quand j'étais petit, le village était vraiment vivant. Il y avait de l'artisanat, il y avait des cafés, il y avait des amis que je rencontrais là-bas. C'était vraiment vivant. Il y avait aussi le petit oasis qui se trouve à l'entrée de la ville quand vous rentrez. Il y a la nouvelle ville maintenant, mais sans lâcher la ville. Exactement, mais la nouvelle, l'ancienne a beaucoup plus de charme, mais à mon cœur, bah, je rappelle des souvenirs d'enfance. Donc vous avez eu votre bac scientifique, mathématiques. Vous avez fait d'ailleurs une spécialité en informatique d'abord. Et pendant 10 ans, vous avez travaillé dans le secteur bancaire et dans les grandes distributions. Qu'est-ce qui vous a mis sur la voie de la construction thermique? Bon, en fait, c'était une grande réflexion, ce qu'on appelle, nous, reconversion professionnelle. Mais moi, je veux plutôt parler de monter en compétence. En fait, je travaillais beaucoup sur des traitements automatiques qu'on ne voit pas. En fait, j'ai travaillé pour le monde bancaire, donc quand vous faites un retrait, tout ce qui se passe derrière, ou les caisses dans les supermarchés, etc. Moi, je voulais quelque chose de concret qu'on voit et qui remette en fait l'humain au centre de toutes mes préoccupations. Donc, je me suis dit, après une réflexion de 2 ans, je me suis dit, il faut que je passe à quelque chose d'autre. Donc, je m'étais orienté donc, dans le monde du bâtiment. Et quand on parle d'humain, environnement, etc., et le gros déclic qui m'a fait passer le pas, c'est je feuilletais tous les matins un journal, et à chaque fin de semaine, on parlait des espèces en voie de disparition. Et je me suis dit, en fait, nos activités influent sur la disparition des animaux. Donc ça m'a perturbé un petit peu, je me suis dit, je ne vais pas changer le monde, ça, je n'ai pas les capacités, mais je peux changer mon monde. Ça veut dire que je peux intervenir sur mes amis, sur où je vis, mon voisinage, etc., sur mon écosystème. Et je me dis que si tout le monde faisait comme ça, on pourrait agir vraiment sur un ensemble. Donc je suis là pour changer mon monde tout doucement. Je le disais au début, le retour en Algérie, en tout cas ces dernières années, on voit beaucoup d'Algériens qui font ce retour, soit un retour définitif, soit c'est des allers-retours, mais ils investissent en tous les cas en Algérie. Qu'est-ce qui vous a motivé? Moi je parlais pour mon cas, hein, donc c'est
pour mon père, en fait, il y avait toujours l'image de revenir en Algérie, en fait, revenir en mythe Algérie. du retour. Exactement. Oui. De le mythe beaucoup du retour. d'Algériens, d'ailleurs. Donc, ils ont investi énormément sur nous, même ici, donc la maison familiale, etc., pour nous préparer un retour. Dans l'objectif, c'était toujours de revenir. En fait, à mon jour, en fait, pour moi, c'est inné, en fait, c'est naturel. On nous a préparé, on nous a mis tous les bagages pour pouvoir poursuivre notre voyage. Donc, en fait, c'est juste un cheminement. Je trouve ça totalement naturel. On m'a immersé, j'ai baigné d'Algérie, on m'a parlé d'Algérie, j'ai vécu de l'étranger, bien entendu, mais je venais à chaque vacances. Mais là, aujourd'hui, c'est un autre voyage que je continue, comme mon parcours scolaire. Hein, donc... Je crois savoir qu'il y a un événement aussi, l'événement qui s'est déroulé il y a quelques mois en Algérie, qui a été l'accélérateur pour passer à l'acte, à l'action. Et vous avez, lors de cet événement qui s'appelle Builder Influence, qui a été organisé par Akli Amrouche et un groupe d'architectes, vous avez rencontré d'ailleurs d'autres Algériens de la diaspora. Et là, d'ailleurs, vous vous êtes associé avec l'un d'entre eux, à savoir Mehdi Hamadesh, qu'on salue ce matin. Et c'est parti d'une idée vraiment lors de cet événement. Et aujourd'hui, c'est du concret. Vous venez de lancer votre entreprise qui s'appelle Zéolite, qui est une pierre. En fait, c'est un minerai. C'est un minerai naturel d'origine volcanique, voilà. Exactement. Et si je ne dis pas de bêtises. On a un très gros gisement. En fait, c'est un petit clin d'œil parce qu'on a un très gros gisement en Algérie. Qui a beaucoup de vertus d'ailleurs. Exactement. Il y a 2 vertus. Donc, ça permet de désintoxiquer le corps et ça permet aussi d'avoir des vertus cosmétiques pour le bien-être. Donc, je me suis dit, ça peut être un beau clin d'œil pour venir remettre un peu de cosmétique sur l'architecture algérienne et désintoxiquer tout ce qui se fait, revenir sur l'authenticité, nos savoir-faire, remettre l'artisanat autour de nos constructions, ce qu'on faisait avant très très bien. Vous avez finalisé il y a quelques jours. Qu'est-ce que ça vous fait? Tout d'abord, je voulais remercier quand même Mourad Amadash et Akli Amrouche. C'est les 2 architectes qui m'ont contacté. J'étais surpris parce qu'ils m'ont dit c'est une thématique qui nous intéresse. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une première conférence aussi en Algérie. Première conférence. Première conférence. Qui a tout changé. Exactement. En fait, j'ai été agréablement surpris parce que j'ai rencontré des industriels, des architectes, des gens de l'écosystème. À laquelle a participé d'ailleurs Ali Ben Fatoum. Exactement, mon ami d'enfance. Et Mourad Oural, qui m'a permis d'avoir le cheminement pour avoir le nom de ma société, pour tout ce qui est design autour, etc. Au sein d'une discussion, donc c'est vraiment un écosystème. Un vrai débat, il y a eu un vrai débat. Et là, l'idée, vous vous êtes revus par la suite. Et l'idée a germé et aujourd'hui, vous êtes, c'est du concret. Quelle est la prochaine étape? Déjà, je suis fier de dire que c'est le premier bureau d'études thermiques et environnementales d'Algérie, donc c'est avec une fierté. Il faut le souligner. Je le souligne, c'est une nouvelle compétence, on apporte vraiment quelque chose qu'on va partager. Donc avec mon associé Mehdi Amadash que j'ai rencontré lors du salon Builders Confluence, on a discuté. Au début, c'était une discussion. Et je me suis toujours dit, qu'est-ce que j'attends en fait? Tous les voyants sont verts. On a rencontré des ministres qui nous ont... Franchement, c'était des discussions... le ministre d'État ou le secrétaire d'État chargé de la communauté algérienne établie à l'étranger. Oui, j'ai rencontré 2 fois. J'ai rencontré le ministre des Startups, l'assistante du ministre de l'Habitat. On a une photo, je crois, de vous avec le ministre. On la verra peut-être tout à l'heure. Donc ça c'est aussi un signe, un signal très fort envers ces compétences ou ces Algériens qui veulent sauter le pas. Exactement. Et en fait, juste après, il y a eu le Ramadan, donc c'est arrivé la phase de réflexion. Donc j'ai discuté avec Mehdi, on a discuté, etc. Je lui dis, je pense que tous les voyants sont verts. Allez, on y va. On attend la fin du Ramadan. Et on lance le pas, on va créer notre premier bureau d'études thermiques et environnementales. Et on se lance, et on va d'abord sur une phase pédagogique, on va structurer un peu tout ça, et on va mixer avec le paysage algérien, avec tous les acteurs déjà sur place. Là, on vous voit avec Exactement. Sofiane Chayeb, le secrétaire d'État auprès des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger. C'était il y a quelques jours. Ouais, j'espère que ça va inciter
tous des jeunes qui doutent ou qui disent comment faire, etc. Je pense qu'il faut juste passer le premier pas. Il ne faut pas hésiter. Il y a différentes manières. Par exemple, contacter déjà des gens qui ont sauté le pas, aller dans les salons, etc. Ce qui m'a surpris, c'est que les ministres et le secrétaire d'État en question sont très accessibles. C'est des discussions très enrichissantes, simples. Ils répondent vraiment à des questions. C'est du concret, en fait. Ils nous disent voilà comment on voit les choses, on pose nos interrogations. Et on est accompagné tout au long de cette aventure. D'ailleurs, vous étiez reçu avec Ali Ben Fattoum, qui est spécialiste en intelligence artificielle, et Hani Goutal aussi, qui se lance aussi dans un projet aussi. Il fait partie aussi de tous ces Algériens qui lancent leurs projets. On a été reçus le même jour, exactement. Donc on a exposé nos projets, etc., notre vision, comment on voit les choses, etc. Franchement, on a été très bien accueillis. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on a pris énormément de temps. Je pensais que ça allait être un rendez-vous de 10 minutes, on a passé quelques heures. Donc on a vraiment été au fond du sujet. Donc je tenais à le remercier parce que je sais que son planning en ce moment est ultra chargé. On lui a rajouté une petite tâche. Mais je tenais à le remercier parce que pour tout le temps et tous ses collaborateurs autour de lui. Et maintenant que vous avez lancé votre projet, vous allez vous installer ? Exactement. Ça va se faire en 2 temps parce que là, j'ai quelques projets qui se terminent en Europe. Donc, j'ai des engagements, donc je vais les terminer. Et ensuite, ça va se faire au fur et à mesure. Donc, au début, c'est 1 semaine par mois. Là, j'arrive à 2 semaines par mois, 3 semaines par mois, jusqu'à passer toute mon année ici, quoi. Donc, on disait que l'Algérie est riche de tous ces matériaux écolos et qu'il faut peut-être, dans le domaine du tourisme par exemple, c'est très intéressant aussi de proposer des choses. Exactement. J'ai un projet en tête. Là, vraiment, il y a un terrain très fertile, je dirais. Exactement, parce que dans le tourisme, lorsqu'on recherche les gens, c'est vraiment de l'écotourisme. C'est vraiment revenir à des valeurs simples. En fait, on réinvente rien du tout. On va juste remettre en valeur l'artisanat algérien, tout simplement. On va retourner, moi je parle beaucoup du village que je connais, Sidi Naji, que je veux mettre en valeur. C'est vraiment reprendre l'artisanat, refaire des choses qu'on faisait avant et recréer vraiment un écosystème. Et vous allez voir que le tourisme va venir tout seul parce que c'est des choses, c'est un joyau. En fait, c'est un petit diamant qu'on a juste planqué un petit peu. Nous, on veut juste le rouvrir et le refaire découvrir à tout le monde, dire voilà que c'était Sidi Naji. Et je pense qu'il n'y aura pas assez de place tellement c'est beau, tu vois. Donc il faudra faire ça, multiplier sur tous les sites identiques. Vous avez assez de volonté aujourd'hui d'aller de l'avant et d'aller au bout de votre rêve, je dirais, et le rêve de votre père, Allah yarham. Exactement, moi je suis motivé, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je sais qu'il y a des difficultés comme partout et c'est ce qui me motive parce qu'en fait c'est vraiment le partage. Il y a la notion de partage également parce qu'on ne va pas faire ça tout seul. On doit être accompagné par des gens ici, des amoureux du pays. Il y a comme par exemple des gens qui ont un musée dans ce... C'est vraiment bizarre parce que le village a perdu la vie, mais il y a encore des résistants qui sont là pour faire lever le flambeau, pour dire on existe. Et il y a encore un potentiel. Il y a une génération extraordinaire aussi de l'autre côté, une génération d'Algériens qui a aussi le cœur sur la main d'abord parce qu'ils veulent partager et on veut donner à ce pays toutes les compétences et toutes les richesses qu'on peut avoir. Et puis j'espère que ça va encore continuer. Exactement. Et aller plus loin. Moi, je suis convaincu, c'est juste le début d'une aventure. Je pense qu'il y aura pas mal de choses, de belles surprises. Et beaucoup vont suivre aussi, je crois. Exactement. En tout cas, Zoher Hamadi, je vous remercie d'être avec nous ce matin, d'avoir accepté notre invitation. Le prochain passage, on aura peut-être plus de projets, de réalisations peut-être. J'espère qu'au prochain projet, je peux peut-être vous accueillir directement sur le site. Ça serait vraiment une belle réussite, pourquoi pas. Donc, ou vous faire voir quelques photos, ou l'avancement d'un projet, etc. Mais ça serait vraiment à mi-étape, etc. Faire un point, ça peut être... et pour donner envie aussi aux gens de nous accompagner, on est vraiment dans le partage. Si je peux me permettre, moi et mon ami Mehdi, on a réfléchi à un projet, on a repris un truc symbolique. C'est pas pour refaire l'histoire, on a refait le projet de l'ADL, on a repris un ADL existant, on a étudié tous ces paramètres.
à combien ça consomme. Je voudrais remercier Tahar Moussaoui parce que c'est lui qui nous a, le directeur de l'APRU, qui nous a communiqué toutes les informations de consommation, Donc etc. vous êtes en contact avec l'APRU. Exactement, et Akliam Rouge qui nous a permis de nous transmettre les plans pour qu'on puisse faire notre étude. Donc on a fait une étude à l'instant T. Pourquoi l'ADEL? Parce que c'est symbolique. C'est vraiment un gros projet d'État. Ils veulent vraiment résoudre le problème de logement. Donc on s'est dit, on va prendre un projet symbolique qui parle à tous les Algériens. Si on dit ADEL, tout le monde connaît. D'accord. Donc on a pris à l'instant T et on a voulu apporter notre touche. On a joué sur 3 facteurs. Les menuiseries, tout ce qui est fenêtres, portes, etc. L'isolation extérieure et aussi tout ce qui est étanchéité à l'air, c'est-à-dire tout ce qui est fuite parasite du bâtiment. On a été, on pouvait gagner jusqu'à 70% d'énergie. Tout en sachant que c'est des produits qu'on trouve en Algérie et c'est juste un savoir-faire à adapter en Algérie. Tout est algérien en fait, il y a pas de, on ne réinvente pas, on ne ramène pas de l'espace ou de je ne sais pas d'où. C'est vraiment juste un savoir-faire et on pourrait améliorer. Donc, voilà, c'est un rapport qu'on a fait, on veut le partager. Je voudrais remercier Mehdi parce qu'il a passé quelques nuits pour le finaliser. On va le partager. Mehdi qui nous regarde ce matin, j'espère. Exactement, je voulais lui faire un petit coucou. Donc du coup, on veut le partager. On n'est pas dans on le garde, on veut le faire. Celui qui le veut, il suffit juste d'aller sur notre site qu'on va bientôt déployer, nous fait la demande, on lui transmet le rapport en entier. On l'a simplifié, mais s'ils veulent un rapport en entier, on leur transmet. C'est vraiment pour le partage, pour avoir notre vision, pour dire on peut faire ça, on peut faire ci, etc. C'est un sujet d'étude en fait comme ça, c'est pas pour refaire l'ADL, c'est vraiment un sujet de partage et pourquoi pas... on rappelle le nom de l'entreprise, Zéolite. Du projet. Zéolite, c'est un beau gisement qu'on retrouve du côté d'Hélice en Algérie. J'espère qu'on le verra assez souvent. J'espère également. Je vous souhaite beaucoup de réussite et une bonne continuation avec Mehdi Hamadache. Donc je vous dis à très bientôt peut-être. Merci, à bientôt. Mais merci à vous. Donc nous étions avec Zohir Hamadi. Je rappelle que vous êtes spécialiste et expert en construction durable. Exactement. Merci beaucoup Fla, merci aussi à votre invité. En tout cas, ça reste très intéressant. On est curieux de voir ce projet voir le jour ici en Algérie, et puis avec tous ces partenaires que vous avez. Et puis, je suppose que ce sujet va vraiment intéresser notre ami Nabil Abada, qui va probablement, dans sa rubrique tourisme, aller faire un gros plan dans le village donc de Sidi Neji, n'est-ce pas? Donc, on va lui poser la question tout de suite parce que c'est elle qu'on va retrouver dans un tout petit moment avec Samira Hadjamar dans sa rubrique également. Donc, je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. C'est revenir sur le salon, donc la Fantasia. Ça s'est passé, le festival donc, de Fantasia, ça s'est passé à Tlemcen cette semaine. Regardez, c'est un reportage signé Yasmine Masroudi. Les coups de fusil sont le moment fort de la Fantasia, connu également comme le jeu de la poudre. Plus qu'un spectacle équestre, c'est un patrimoine transmis de génération en génération, traduisant la relation privilégiée entre l'homme et le cheval. Elle consiste en la répétition théâtralisée de 2 mouvements de la cavalerie en guerre, la charge rapide El-Kr et la retraite subite El-Fer après le coup de fusil. Nous sommes émerveillés par ce spectacle donné par ces jeunes cavaliers, âgés de moins de 12 ans, qui ont pris part à cette Fantasia. Nous œuvrons à préserver ce précieux héritage. Ce festival, qui est à sa première édition dans la wilaya de Tlemcen, se veut un levier pour la valorisation du cheval, le développement de l'art équestre et la sauvegarde d'un patrimoine immatériel riche de sens et d'histoire. De tous âges, les cavaliers arborent leurs habits traditionnels, tandis que les chevaux se distinguent par leur parure brodée. La Fantasia est un patrimoine algérien qui nous a été transmis par nos aïeux et nous continuerons à le perpétuer. Le festival de la Fantasia de Tlemcen a été l'occasion de valoriser et de promouvoir ce patrimoine algérien, célébrant l'art de la cavalerie et le jeu du baroud.
nous. Elle est en super forme comme à chaque fois. Nabila est là parmi nous. Bonjour Nabila. Amis du jour, bonjour. Comment ça va? Ça va? Très bien. Oui. Toujours. Les périples de Nabila. On vous a trouvé un sujet tout de suite avec notre invité, l'invité de Flabnour. Oui. Voilà. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Il faudra refaire parce qu'il a fait la promotion avec bien sûr très agréable surtout et puis l'artisanat valorisé encore plus dans cette région. Très agréable comme région. C'est un village assez incroyable aussi. Là où le temps s'arrête. Voilà. C'est formidable. Eh bien, on va en parler, n'est-ce pas? Très bien, pas de souci. Et Samira, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, alhamdoulilah. Vous êtes en forme? Très en forme. On a vu un très beau sujet sur la fantasia. On adore la fantasia. Il faut la défendre absolument. C'est un patrimoine. Nous sommes en plein mois du patrimoine. Exactement. Et on va parler aujourd'hui du cheval barbe. D'une race. Oui. Voilà, le cheval barbe. Oui. Et c'est tout de suite. D'accord. Et juste après ça. D'accord. Non, les équidés. On aurait bien aimé ramener le cheval barbe. Le cheval barbe, Nabila a toujours à rebondir. Bah oui. On aurait vu des spécificités. Et il en a le cheval. Djibou Yazid, Djibou Yazid. Pour nous expliquer, par exemple, voilà, c'est en tout cas un cheval racé, on va dire, parce que il a traversé donc des millions d'années. Des millions d'années. D'après Ginette Omassib Kadri, c'est peut-être le cheval le plus ancien, le plus vieux au monde, depuis l'histoire de l'humanité. Il est pour elle très important de continuer à travailler sur cette race, sur le cheval barbe. Pourquoi? D'abord parce que au début des années 80, il y a eu une très belle découverte dans le quartier de Yazid El Mahieddin, donc la cité Malki, qui s'appelait à l'époque, non, je ne sais pas si elle s'appelait encore à l'époque comme ça, oui, la cité des Allobroches. Allobroches, voilà. Donc il y a eu une très belle découverte qui a été faite. Nabila Dertechouich, donc d'un petit garçon à l'époque qui s'appelait Salim Bel Hadjaraoui. Ça, c'est pas anodin, Hadjaraoui, Hadjara. Et donc, c'est un espèce d'amas d'ossements que l'on peut voir jusqu'à aujourd'hui à l'entrée de la salle des expositions du musée du Bardo, puisque le petit garçon accompagné de son papa ont fait don de cette découverte au musée du Bardo. Yazid El Mahieddin a écrit dessus. Ginette Omassib en parle. Elle dit que c'est des ossements qui remontent, enfin, cette mâchoire de cheval remonte à 15 000 ans. Que ce cheval aussi est apparu sur les gravures et existe, a été dessiné par les premiers hommes sur les gravures rupestres. Exact, sur les murs du Tassili des Nadjer. On les voit. Et on pense que d'après Yasmina Chaïd Saoudi, donc chercheur et archéologue au CNRPH entre autres, que c'est l'Equus algericus, donc la première race. Il est très présent, il est différent des autres chevaux, il est très présent en Afrique du Nord et en particulier en Algérie. Ginette Omassib nous avait dit qu'à 90% la race était algérienne. D'ailleurs, non, pardon, la plus pure, on va dire, celle qui se rapproche de l'originel de la race du barbe était algérienne, était en Algérie. Maintenant, ce qui s'est passé pendant on va dire des siècles, c'est que le cheval barbe a servi à la reproduction de d'autres, à la création aussi de d'autres. Le cheval, l'arabe barbe ou d'autres, bien sûr, races. C'est vrai que c'est un cheval endurant. C'est aussi, il faut rappeler que la domestication il est aussi redoutable. Il est doux. Doux, très doux. On l'utilise très fréquemment dans les centres équestres pour notamment les enfants à besoins spécifiques, les enfants qui ont l'autisme, pardon. Donc on les emmène parce que c'est le cheval qui peut les accompagner dans leur thérapie. Voilà. Donc et sa domestication revient à l'Algérie aussi. L'Espagne essaye de s'approprier cette domestication, mais finalement, c'est en Algérie qu'il a été donc domestiqué. Il faut peut-être rappeler que c'était le cheval de l'émir Abdelkader. Avant lui, les Aglides, les rois numides, qu'il a servi dans les batailles et les guerres, et que ce cheval a été résistant. Quand les colons français sont arrivés en Algérie, ils sont arrivés avec des chevaux qui n'ont pas pu s'acclimater
s'acclimater au pays. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Naturellement, ils se sont appropriés le cheval barbe. D'ailleurs, il y en a en Europe aussi. Et l'émir Abdelkader aussi avait, dans la place émir Abdelkader, il y a un cheval. Pourquoi? Parce qu'il avait une vénération pour cet animal à qui il a dédié énormément de poèmes. On va dire qu'il était tellement fan qu'il n'a pas pu refuser son aide au général Daumas. Ensemble, ils ont écrit un livre pendant la colonisation, un livre sur les chevaux. Voilà, donc c'est un animal. Le cheval en général, on dit que c'est un cheval fait des 4 vents. La légende, que Dieu a demandé au vent de lui créer un être qui serait une association des 4 vents nord, est, ouest. Et c'est le cheval qui est arrivé. Voilà. C'est beau ça. Oui, très beau. Le cheval, c'est l'ami de l'homme aussi. Pratiquement. Voilà. Et bien sûr, c'est une race quand même assez robuste. C'est pas une race aussi gracieuse peut-être que le pur sang ou que le cheval arabe, mais en tout cas, c'est un cheval qui a aussi sa majestuosité. Après, c'est comme toujours, c'est ceux qui décident, qui choisissent. Et lui, Meskin, le cheval barbe a été marginalisé. En tout cas, il y a l'organisation mondiale. Il n'avait pas les mêmes normes. Pourquoi? Parce qu'il est un peu plus petit que les pur sang. C'est ça. Après, bon, il n'a pas l'allure. Voilà. On rappelle qu'il y a l'organisation mondiale donc, du cheval barbe qui travaille pour la reconnaissance, bien sûr, de cette race. Non, mais qui fait donc la multiplication au patrimoine mondial. Exactement. On en reparlera. On peut, parce qu'il y a toutes les preuves d'abord préhistoriques, les gravures rupestres. Il y a toute l'organisation qui est faite chaque année. Il y a le Festival national des Fantasias. Il y a dans la tradition des Algériens, dans plusieurs régions, par exemple Tiaret. Voilà. Tout à fait. Justement, vous parliez de Tiaret. Le premier salon du cheval qui a eu lieu à Tiaret en 85 a vu l'émergence, bien sûr, et surtout la promotion du cheval barbe en Algérie. Et c'est là où on s'en est de plus en plus intéressé et faire sa promotion. En tout cas, on en reparlera, Samira, plus en détail. Bien sûr. On ne donnera pas Nabila aussi va nous parler d'une personnalité, bien sûr, de Ain Sofra aussi, qui a marqué la région. C'est Isabelle Eberhardt. Exactement. Oui. C'est Mahmoud. Oui, c'est Mahmoud. C'est Mahmoud Saadi. Mais avant toute chose, moi, j'aimerais bien qu'on voit déjà la vidéo qu'on a faite avec l'équipe pour l'émission Les Périples de Nabila. Après, on en parle. Bien sûr. Vos souhaits sont désordres, madame. On y va. Merci. C'est un grand univers charmeur et décevant. Seul, avec derrière moi, tout un monde d'espérances déçues, d'illusions mortes et de souvenirs de jour en jour. J'aime mon Sahara d'un amour obscur, mystérieux, profond, inexplicable, mais bien réel et indestructible. Je suis même bien sûre que jamais je ne pourrai vivre loin de ce pays-là. Pour la galerie, j'arbore le masque d'emprunt du scénique, du débauché et du je m'en foutiste. Personne, jusqu'à ce jour, n'a su percer ce masque et apercevoir ma vraie âme. Cette âme sensitive et pure. Je ne regrette et ne désire plus rien. J'attends, ainsi nomade et sans aucune patrie que l'islam, sans famille, sans confident, seul pour jamais dans la solitude. Je continuerai mon chemin à travers la vie jusqu'à ce que sonne l'heure du grand sommeil éternel du tombeau. J'aurais bien pu écrire ces textes-là, mais ils appartiennent. Voilà. Vous allez le dire là. Alors, j'allais dire que n'importe quel amoureux et passionné du Sud algérien pouvait écrire ces textes-là, mais elles appartiennent à Isabelle Eberhardt. Comme dirait Samira, non? Eberhardt. Alors, c'est une jeune femme suisse de parents russes.
Alors, elle a connu l'Algérie, bon, pour X raisons. Enfin, voilà, elle est tombée sous le charme. Elle était à Bonn, à Annaba, avec sa maman. Ensuite, pour X raisons, elle s'est retrouvée à l'Oued. Et vous parliez de Ain Safra tout à l'heure. C'est là-bas qu'elle a fini sa vie, qu'elle est décédée. Elle a été prise par le fleuve, enfin, voilà, à Ain Safra. 27 ans. Elle est morte, elle avait 27 ans. Mais Isabelle Eberhardt on pourra dire que c'est une aventurière, une écrivaine, une journaliste. On disait d'elle, oui, très très riche. On disait d'elle aussi qu'elle était un peu espionne. Bon, ça reste, on débattait dessus avec Samira en coulisses, mais elle a laissé derrière elle des livres, des ouvrages qui parlent du désert. Alors pour n'importe quel amoureux du désert, c'est une écorchée vif. Donc elle a eu une vie assez trépidante, une enfance assez, enfin pas très équilibrée, avec plein de problèmes, hein, n'est-ce pas Samira? Et tu fais ça? Pas du tout. Oui. Moi, oui, beaucoup. C'est une écorchée. Ce que je sais, c'est qu'elle a créé un espèce de périple qu'elle a fait. Elle a traversé l'Algérie jusqu'à l'Oued ou et qu'elle a été l'amie de Lella Zeynep, donc de la Zawiya al-Hamel à Bou Saada, qu'elle a suivi un peu le parcours des orientalistes, mais qu'elle s'est d'abord déguisée en homme. Mahmoud. D'ailleurs, après, Nabila, vous avez emboîté le pas un petit peu. Ça. Vous avez mis la chabia pour vous déguiser. C'est ça, mais c'est ce qu'elle faisait aussi pour s'introduire un peu dans la société. Comme la dernière fois, la semaine dernière, pour aller au café, ça passe mieux pour parler avec les uns, pour voir à quoi ils réfléchissent, comment ils vivent leur vie, et pour voyager aussi, parce qu'elle a parcouru beaucoup de kilomètres sur son cheval. On ne sait pas s'il était à barbe. Normalement, c'est à barbe. Mais voilà, donc le désert. De manuscrits d'ailleurs, mais bon, beaucoup. Il y a eu de manuscrits et d'ailleurs, on parlait du coucher du soleil. Elle en parle du coucher de soleil de Oued Souf. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes partaient à Oued Souf parce que venant de l'étranger, notamment de Suisse, de France, parce qu'elle est devenue française parce qu'elle s'est mariée avec Mohand, je pense, et elle est devenue française. C'est comme ça qu'elle est devenue française, et c'est comme ça qu'elle est venue en Algérie, parce qu'elle a été chassée une première fois, parce qu'elle était ni française ni algérienne. C'est comme ça qu'elle est revenue. Elle est tombée folle amoureuse de l'Algérie, et c'est comme ça qu'elle n'a pas arrêté d'écrire par rapport à son périple. Elle s'est convertie à l'islam. À l'Oued. Soufisme, exactement. Donc, elle a eu une vie trépidante, et le désert, les dunes et l'air du Sahara a un peu pu calmer un peu son mal, sa douleur. Voilà, je pourrais rester. J'ai pas envie de rentrer beaucoup dans les détails parce que sa vie est incroyable. Et pourquoi on parlait de Mahmoud Saadi? Voilà, elle se déguisait en homme, et c'est comme ça qu'elle traversait le sud algérien et les villages de elle a fait de belles rencontres. Elle a fait de très très belles rencontres, et c'est comme ça. Et aussi, elle rentrait dans les Zawiya Tidjaniya, et c'est comme ça que. Elle était amie avec la femme de Sid Ahmed Tidjani. Exactement. Elle a séjourné voilà. à Ain-el-Madi, au Palais Kourdan. Justement. Et j'ai une deuxième vidéo, je ne sais pas si on peut la passer aussi. C'est Monsieur Mihi qui a fait la traduction de la plupart de ses ouvrages en français. Je ne sais pas si on a le temps de l'écouter parler un peu d'Isabelle. On n'aura pas le temps, malheureusement. On n'aura pas le temps. Mais c'est une tia. On aura l'occasion de revenir sur, en tout cas, son parcours, probablement à travers, bien sûr, les différentes bibliographies qu'elle a pu laisser, parce qu'il y a des manuscrits aussi qui ont disparu avec la crue. Elle était là pour, justement, conserver ces manuscrits. Donc, on l'a retrouvée morte sur les manuscrits, parce qu'elle est revenue à la maison. Elle est revenue à la maison pour essayer de sauver ses écrits. Passionnée jusqu'au bout, elle est enterrée à Ain Safra. En tout cas, ça crée encore une fois des visites dans la région. Beaucoup de personnes qui lisent ces ouvrages veulent revenir sur les traces, bien sûr, d'Isabelle Eberhardt. Exactement. Et pour ceux qui veulent revoir aussi un peu les périples de Nabila, spécial Oued, et on parle aussi d'Isabelle, c'est sur nos réseaux, les périples de Nabila. La page de Canal Algérie. Exactement. Tout à fait. YouTube. Exactement. Et ben voilà, vous avez pu nous parler donc de cette région, en tout cas, à
travers, bien sûr, le parcours d'Isabelle Eberhardt. Merci beaucoup, Nabila. Merci à toi. On se retrouvera donc dimanche prochain. Si vous êtes là, si vous n'êtes pas parti quelque part faire une petite des périples. Oui, des périples, peut-être. Des belles découvertes. Oui, des belles découvertes. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Avec donc Samira aussi qui nous a parlé aussi donc du cheval barbe, la race qui nous appartient et qui donc nous sommes fiers. Nationale. C'est cela, c'est cela. Et bon, on parlait des couleurs aussi, des robes. Qui sont en général grises, un petit peu blanches, grises. Il y en a des grises, des blanches, il y en a... Oui, ça varie aussi, il y a du noir, c'est un mélange de couleurs. Ça. Voilà, mais c'est une chance de l'avoir et on espère qu'il sera inscrit au patrimoine mondial. Avec bien sûr le travail des préhistoriens, parce que les preuves sont là. Donc, non, il y a toutes les preuves concrètement. Et il y a des fondations. La fondation où était Ginette Massif Kadri travaille à ce qu'il y ait cette inscription. En fait. C'est cela. Et puis bien sûr, l'Organisation mondiale du cheval barbe qui fait tout pour le mettre en lumière. Tout à fait. Merci beaucoup Samira. À donc demain aussi, on se retrouvera encore une fois pour une autre thématique dans votre rubrique Études et patrimoine. Voilà, Tidis, on va aller à Tidis. Voilà, mesdames, merci. Eh bien, quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. Merci à toute l'équipe. Merci à la Régie 7. Et puis, on se donne rendez-vous dès demain de 8h à 9h30. Au revoir et bonne journée à vous. Je suis seule. Seule comme je l'ai toujours été, partout, comme je le serai toujours à travers le grand univers charmeur et décevant. Seule, avec derrière moi tout un monde d'espérances déçues, d'illusions mortes et de souvenirs de jour en jour. J'aime mon Sahara d'un amour obscur, mystérieux, profond, inexplicable,